alternative à ce que Théo Franck vient faire au Cercle La Lorraine, ici tout près, avant qu'il y ait l'action à midi quart, qui est organisée avec plusieurs groupements ensemble. On est un peu dans une situation spéciale, je trouve. On a eu cette nuit un mort à l'autoroute. Il y a un migrant, un réfugié qui a essayé de s'enfuir, de se protéger vis-à-vis de la police et qui a trouvé la mort sur l'autoroute. Dus we zitten wel in een speciale situatie. Eigenlijk het gevolg van de politiek die op dit moment wordt gevoerd, de repressiepolitiek van een migrant die is willen gaan vluchten voor de politie en die verongelukt is, die doodgereden is op de autostrade in de buurt onderweg naar de zee. Un deuxième fait spécial, je trouve, c'est que ça fait justement maintenant 30 ans, 31 ans qu'on a fait cette affiche, We are not dangerous, we are in danger, et c'est encore toujours de l'actualité. C'était les premiers réfugiés qui étaient dans le centre de transit au Petit Château. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette affiche. À ce moment-là aussi, il y avait 1200 réfugiés ensemble dans le Petit Château. Et le ministre de Migration, à ce moment-là, disait, on doit les répartir dans les communes. Et elle invitait les bourgmestres de venir au Petit Château, d'aller de chambre en chambre et de choisir son réfugié. Et tous les réfugiés africains restaient. Les bourgmestres ne les prenaient pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait cette affiche et qu'on a fait une grève de la faim pendant 25 ans à l'intérieur du Petit Château, jusque le ministre a décidé de répartir lui-même les réfugiés dans les communes. C'est une histoire en soi. Mais je veux vous dire bienvenue à cette petite conférence de presse, deze conferentie die eigenlijk een antwoord probeert te bieden op Francken. Parce que Théo Francken est en route vers la Lorraine. Il a fait sa conférence vendredi passé à Halle. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il fait vraiment le Théo Tour. C'est comme un star qui fait le tour de la Flandre. Et il va parler partout dans les petits villages, dans les communes. Et il a fait son speech vendredi passé à Halle. On l'a écrit pour ceux qui sont intéressés parce que c'est très intéressant de suivre sa logique. Il commence à faire peur aux gens et il se dit, comme Trump, on doit se défendre, on doit se militariser. C'est son premier point, parce que le monde est en danger. Et puis, il prend trois grands points, la sécurité sociale, qui est pour lui la sécurité douce qui est en danger, la sécurité forte, de harde veiligheid, parce que nos frontières sont menacées par la migration. Et trois, la sécurité culturelle, parce que notre identité est menacée. C'est ça, ces trois points qu'il développe devant les gens. Dus, het is in het Nederlands, parce qu'il parle en néerlandais. Dus, si des gens sont intéressés, on a tapé ce qu'il a dit vendredi passé à Halle. Dans les gens qu'on a invités pour aujourd'hui, on avait invité Johanny de Rijk de Knak, het weekblad Knak, qui a fait tout un reportage en Libye, mais elle est appelée par sa rédaction ce matin pour faire une interview, mais elle m'a envoyé encore son article qu'elle a fait sur les camps de détention en Libye, que vous pouvez prendre. On a invité Alexis de Soif, qui est en route. On a invité Mehdi, qui est là, Mehdi de plateforme de citoyenne et surtout l'ami légendaire du parc Maximilien, de l'hébergement des réfugiés, ensemble avec Adrien.
ouais, voilà, plusieurs personnes sont ici de plateforme d'hébergement. Il y a Michael Franzen de Ciré, qui est en fait, Ciré c'est comme Vluchtelingenwerk Vlaanderen, mais du côté francophone. Et moi je suis de Amitié sans frontières, Vriendschap zonder grenzen. C'est nous qui ont en 2015 commencé avec le déjeuner à l'Office des étrangers et on continue. Et nous faisons beaucoup de reportages dans des écoles avec des réfugiés. Je propose de donner d'abord la parole à Mehdi et je voudrais vous demander deux choses. D'un côté, tout le problème de Parc Maximilien, c'est-à-dire le non-hébergement structurel des migrants qui arrivent, premier point, et deux, toute la question de la répression vis-à-vis les migrants, mais aussi vis-à-vis les bénévoles qui sont menacés d'un délit de solidarité. Si vous pouvez un peu l'expliquer où on en est et quelles sont vos revendications avant tout. Avant tout, merci à tous d'être là. Je suis assez ému ce matin et perturbé par la nouvelle de cette nuit. J'essaye de mettre un visage, d'essayer de savoir, et j'ai malheureusement des centaines de visages qui passent par la tête. Et bon, très difficile de ne pas craquer parce que je suis. Effectivement, cette répression qui est en cours, elle a été annoncée. On a eu la nouvelle d'abord de la remise en action d'intervention de police. On a pris les devants en organisant cette chaîne de solidarité qui a très bien fonctionné et qui a permis d'éviter des grosses arrestations. Le ministre de l'Intérieur a choisi de changer sa stratégie, donc de viser les parkings avec tout ce que ça comporte comme danger. On le sait, pour ceux qui connaissent un peu Canel, le nombre de personnes qui décèdent sur l'autoroute à cause de ces grands grillages, de ces barbelés, de cette police ultra présente. Aujourd'hui, la Belgique se dirige tout droit vers la même situation. J'ai expliqué tout à l'heure qu'effectivement, ces personnes choisissent entre la mort, la survie. Ils décident à un moment donné de traverser des mers en sachant qu'ils ont d'énormes chances d'y mourir. Et on va rencontrer la même chose toutes les nuits sur nos autoroutes tant que les voies sûres et légales ne seront pas ouvertes. On aura des gens confrontés systématiquement à soit de la fuite, soit de la tentative de survie. Et la fuite aura très souvent, à mon avis, pour conséquence le risque de mort. On connaît les risques de traverser une autoroute de nuit. C'est la deuxième personne qui décède sur les autoroutes belges. Il y a 2 mois, c'était un jeune garçon de 15 ans qui était hébergé chez une famille. C'est très difficile. Enfin, bref, une répression assez Et qui s'augmente chaque jour, je pense. Oui, et puis qui va se diriger gentiment vers nous. Hein. On voit qu'aujourd'hui les hébergeurs, connus ou moins connus, en tout cas, Tom Frankel a décidé de s'attaquer maintenant au domicile, à un sanctuaire absolu, à nos maisons. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu dans leur entourage des personnes touchées par des perquisitions, c'est extrêmement traumatisant. Aujourd'hui, ce sont a priori des milliers de familles à travers la Belgique qui prennent le risque d'être la cible de descentes de police au matin avec tout ce que ça a de plus violent, avec littéralement le viol de leur intimité, pendant la présence de leurs enfants. On a beaucoup de femmes seules, de personnes âgées. Je lisais encore hier le témoignage d'une dame Josiane, 89 ans, handicapée, qui héberge à Ixelles. Et donc demain, Josiane peut potentiellement voir débouler chez elle la police en masse, voir ses affaires fouillées, vidées, emmenées. Je suis un peu rassuré de voir qu'il n'y a plus que les militants ou les activistes qui se mobilisent, mais on voit aujourd'hui les loges franc-maçonniques, on voit la présidente du Sénat qui s'y oppose, certains élus, même de droite, décident de s'opposer à ce projet de loi. C'est très important. Je réauditionnais cet après-midi, je cherchais, j'étais vraiment dans le questionnement autour de que raconter en plus de l'aspect juridique et politique. Je crois qu'aujourd'hui je vais avoir beaucoup de mal à m'exprimer sans pleurer vraiment toute la tristesse que j'ai par rapport à ce pays qui est en train de se bruniser. Littéralement, c'est plus le bruit des bottes. Je vois autour de moi des milliers de citoyens qui s'organisent et qui commencent
littéralement à parler de résistance, à employer des messageries secrètes, etc. Ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète vraiment de voir ce retour en arrière. Ma grand-mère est encore vivante et on peut encore me raconter les histoires de ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Et on est en train de le revivre avec des gens qui aujourd'hui vivants peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu il y a à peine un demi-siècle. C'est assez inquiétant. Je pense que c'est le seul axe qu'il va falloir défendre aujourd'hui, c'est celui qu'on suivra. Celui d'une répression absolue. Il y a d'autres possibilités, vraiment d'autres possibilités, qu'elles soient politiques, sociales, juridiques, pour intégrer ces personnes, les accueillir. On parlait tout à l'heure de ce choix qui a été fait il y a quelques années pour nos communes. Aujourd'hui, il y a une bonne annonce, la présence de 600 personnes, de 600 migrants en Belgique, selon un comptage, certes pas très scientifique, mais en tout cas, il parle de 600 personnes. On a 589 communes en Belgique. Imaginons que ces personnes soient les moins éduquées, mais même si elles ont une éducation au niveau scolaire le plus bas possible, je pense que chaque commune pourrait à la rigueur accueillir un nouveau jardinier pour entretenir ses parcs. Ça serait vite fait. Ça serait vraiment vite fait. Les possibilités existent. Au niveau européen également, elles existent. On sait que l'Italie est débordée. Il existe des possibilités. La clause de souveraineté permettrait facilement de pouvoir permettre à ces personnes de demander l'asile. Pas de l'obtenir, mais en tout cas de le demander sans risquer d'être renvoyé en Italie. On découvre maintenant que l'Angleterre commence à renvoyer des personnes vers l'Italie, des personnes que nous avons croisées en Belgique, qui espèrent un Eldorado, et maintenant arrivent en Italie, elles se voient menacées de renvoi vers l'Italie, donc un retour à la case départ. C'est une espèce de cercle sans fin, inquiétant, parce que chacun de ces voyages est dangereux et que une personne qui est renvoyée maintenant depuis la Belgique ou depuis l'Angleterre vers l'Italie reprendra les mêmes risques pour atteindre son but. Je pense aussi que toute la plateforme d'hébergement a été mise sur pied vu que le gouvernement n'a pris aucune mesure structurelle pour accueillir ces gens. Dès le mois de juillet-août, on a demandé une maison d'hébergement, parce que comme vous dites, il s'agit entre 400 et 600 personnes et pas plus, mais ça, on a été toujours pas accepté, sauf la ville de Bruxelles qui a ouvert un centre. C'est effectivement, il y a depuis le mois de juillet des discussions qui ont eu lieu au sujet de l'ouverture de centres d'accueil et d'orientation. Alors en off, effectivement, dans différents niveaux de pouvoir, ça reste une possibilité. Et puis il y a le coup de com' de M. Frankel qui s'y oppose fermement. Et donc, comme aujourd'hui, très peu de personnes osent s'opposer à M. Frankel médiatiquement, eh bien, c'est balayé d'un revers de la main. On appelle toujours, aujourd'hui, on a créé une espèce de consensus qui permettrait d'offrir un semblant de centre d'accueil et d'orientation avec le hub humanitaire ouvert avec Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Oxfam, Buitenweg, le CIRE, le BAJ, le CAJ. Donc tous ces acteurs aujourd'hui sont d'accord d'offrir un même service. On a ouvert en parallèle, grâce à la ville de Bruxelles, effectivement la mise à disposition au moins du bâtiment et puis le soutien du CPS, la porte du 10, avec très peu de moyens. On est quand même à moins de 40 000 euros d'investis pour accueillir tous les soirs entre 80 et 120 personnes. Donc, on voit que les coûts ne sont pas si importants que ça, on voit que c'est tout à fait possible, il y a une volonté de ne pas le faire. Alors il y a une nouvelle ici qui peut être... on a interpellé le Premier ministre plusieurs fois depuis le mois de septembre. On a systématiquement eu des refus, des reports de rencontres et je peux vous dire aujourd'hui qu'on a reçu une réponse hier. Le Premier ministre est d'accord de rencontrer la plateforme citoyenne et Médecins du Monde, et donc nous allons à la rencontre de ses collaborateurs début de semaine prochaine, en espérant pouvoir lui proposer quelque chose et espérer derrière avoir un retour et que le modèle qu'on a essayé de construire depuis le mois de septembre avec tous ses partenaires soit un modèle qui puisse être utilisé par le gouvernement pour offrir une réponse effectivement structurelle, une solution viable. En tout cas, on a pu démontrer que contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des mois, il n'y a pas d'appel d'air. En tout cas, on est très loin de l'envahissement, comme on voudrait nous faire croire. Au mois d'août, les autorités parlaient de 760 migrants recensés dans Bruxelles. Aujourd'hui, les mêmes autorités parlent de 600. Donc techniquement, malgré tout l'accueil qu'on leur a offert, malgré l'hospitalité des Belges, on n'est toujours qu'à 600, donc moins qu'au mois d'août.
On espère pouvoir transformer ça en solution structurelle, en accueil structurel, faire en sorte que ces personnes, quand elles arrivent sur le territoire belge, aient accès aux soins médicaux, à la formation juridique, c'est le minimum, avec des éléments très simples. Aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi, et on espère pouvoir rappeler au Premier ministre et à qui voudra l'entendre qu'un migrant, en ce compris les migrants, ils ont aussi le droit de connaître la loi, de la comprendre, et puis de la réfléchir et de poser un choix sur leur avenir. Je voudrais le mettre en contradiction avec ce que nous avons vécu nous-mêmes avec Amitié sans frontières. Nous sommes allés travailler dans les camps des réfugiés au Liban au mois de juillet, où le Liban, avec une population de 5 millions de personnes, ont accueilli 1,7 million réfugiés syriens et 400 000 palestiniens. C'est une grande contradiction. Je voudrais aussi poser la question concernant les migrants qui ont peur, pas seulement de la répression, mais aussi de tout ce fameux règlement Dublin. Et comment on peut réagir là-dessus? Peut-être, Michael, tu pourrais dire aussi quelque chose là-dessus, mais peut-être d'abord vous. On a envoyé il y a 3 mois, il y a 2 choses. D'abord, le directeur de l'Office des étrangers peut simplement décider de dire à son personnel de ne plus vérifier le Dublin, et donc simplement de prendre en compte la demande d'asile sans vérifier si ces personnes ont dubliné, mais plus largement, le gouvernement pourrait décider d'appliquer la clause de souveraineté. Je pense que ça, c'est quand même une solution. On l'a envoyé il y a plusieurs mois, ça a été renvoyé derrière par Amnesty, ça a été aussi envoyé par le Syrie. Je crois que toute personne qui lit la procédure se rend bien compte qu'il y a une possibilité. On a même donné un élément, parce qu'il faut un critère pour pouvoir appliquer cette clause de souveraineté. Donc on a demandé à M. Franken de finalement vérifier les ordres de quitter le territoire qui avaient été délivrés entre, par exemple, le 1er juillet et le 31 décembre, et de dire que toute personne qui aurait été identifiée sur le territoire belge entre ces 2 dates-là pourrait demander l'asile. Ça ne lui garantit pas l'asile, mais en tout cas, il peut la demander. C'est une possibilité, donc les possibilités existent. Ça fait toujours que 600 personnes, c'est jouable, mais il y a une volonté de maintenir visible finalement cette population. D'un côté, on ne veut pas de Calais, mais de l'autre côté, il faut continuer à en parler parce que électoralement, c'est porteur. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas trouver de solution, puisqu'une volonté même de discuter les solutions. On a aujourd'hui un clivage, que ce soit dans la presse ou dans l'opinion publique, il y a littéralement 2 grands camps qui s'opposent à grands coups de slogan. Il y a des possibilités qui existent. Je suis assez troublé par le fait que les autorités n'aient jamais cherché à avoir de vraies rencontres avec les acteurs, avec les ONG, parce que s'il n'y a que par le dialogue qu'on pourrait potentiellement trouver une solution. Je voudrais quand même dire aussi à côté de la non-acceptation des migrants ici, des migrants qui viennent de Soudan, Érythrée, tout ça, et qui veulent partir vers l'Angleterre, qu'en ce moment, il y a plein de réfugiés irakiens et afghans qui reçoivent une réponse négative. Tandis qu'on entend depuis 2 mois, 3 mois de nouveau, chaque 3 jours, il y a un attentat en Afghanistan. Samir, le collectif des Afghans, est ici aussi, éventuellement pour témoigner sur la situation en Afghanistan. Mais quand on est devant l'Office des étrangers, en ce moment, on rencontre plein de familles. J'étais avec une famille dans une école la semaine passée, 6 enfants d'une famille afghane refusés, hors de quitter le pays. Et c'est vraiment inacceptable vis-à-vis de la situation maintenant en Afghanistan, et c'est la même chose aussi de l'Irak. Est-ce que vous, Michael, tu pourrais dire encore quelque chose sur le règlement Dublin, oui ou non, application possible? Oui, un peu comme Mehdi l'a dit. Donc en Europe, il y a ce qu'on appelle le règlement Dublin, donc qui répartit plus ou moins les demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Donc l'idée générale, c'est le premier pays dans lequel le demandeur d'asile arrive, même s'il n'est pas encore demandeur d'asile à ce moment-là, ce premier pays-là est censé examiner la demande d'asile. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Pour le moment, c'est l'Italie, parce que la plupart des gens viennent par l'Italie. Il y a quelques temps encore, c'était la Grèce. Et donc ça pose plusieurs problèmes.
un premier problème, c'est que il y a une peur, par exemple, des personnes qui se trouvent dans le parc Maximilien, mais pas que d'eux, qui viennent souvent du Soudan, d'Érythrée, tout ça. Ils ont une peur de demander l'asile en Belgique parce qu'ils ont peur alors dans ce cas-là d'être rapatriés, pas rapatriés, c'est pas le mot, mais d'être transférés vers l'Italie, avec plusieurs problèmes que ça pose. Le premier problème, c'est que là-bas, les droits des demandeurs d'asile en matière d'accueil, en matière d'asile, ne sont pas bien respectés. Enfin, ça varie d'un endroit à l'autre, mais il y a quand même des problèmes. Et aussi le fait que l'Italie a un accord de réadmission, un accord en matière de rapatriement avec le régime de Bachar, qui est donc le dictateur au Soudan. Donc ça veut dire que il y a cette peur en Belgique, donc des personnes qui imagineraient demander l'asile ici, d'être renvoyées vers l'Italie, avec risque en Italie d'être envoyées vers le Soudan par exemple. Et cette peur elle est renforcée aussi par quelque chose qui n'a rien à voir avec le... Enfin, qui n'a rien à voir, qui n'a pas un rapport direct avec la question du Dublin. C'est toute la politique, tout le discours notamment du gouvernement et de Franken qui nuit à la confiance que ces personnes ici peuvent avoir dans les autorités. Ce sont des personnes qui n'ont pas une confiance folle dans les autorités, et on ne peut pas dire que les autorités actuelles, en tout cas dans le chef de Theo Franken, renforcent cette confiance. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire, donc Mehdi en a déjà parlé. C'est évidemment appliquer la clause de souveraineté. Donc la clause de souveraineté, c'est une clause dans le règlement du Dublin qui dit qu'un État qui, par exemple la Belgique, reçoit une demande d'asile d'un Soudanais, par exemple ici, mais qui est passé par l'Italie, l'application stricte du règlement du Dublin, c'est qu'il est arrivé en Italie, donc on le renvoie en Italie. Clause de souveraineté dit, normalement c'est ça qu'on pourrait faire, mais on ne va pas le faire. Et on peut, c'est une clause de souveraineté, donc ça veut dire que la Belgique peut l'appliquer comme elle veut. Contrairement à ce que disait Mehdi, c'est pas à Rosemont, directeur de l'Office des étrangers, de décider ça. C'est à Theo Franken, mais ça c'est un détail. C'est juste dans la prise en charge du dossier, voilà. L'agent n'est pas obligé d'aller vérifier qu'il y a un Dublin ou pas. D'accord, ok. Donc il pourrait décider tout simplement de dire qu'on va pas vérifier on tient compte des demandes sans aller vérifier s'il y a un Dublin ou pas. D'accord. Il pourrait décider de ne pas le faire. Au niveau de au niveau politique, on peut très bien décider de ne pas appliquer Dublin. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est évidemment la première raison, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est que de faire en sorte que toute personne qui aurait un besoin de protection, qui estime avoir un besoin de protection, introduise une demande d'asile. Après, évidemment, elle peut débouter, mais ça c'est une autre question. Mais au moins qu'elle introduise cette demande d'asile. La politique de Theo Franken, pour le moment, va dans l'autre sens. Et ça ne concerne pas que les Soudanais ou Érythréens ou autres du parc Maximilien. C'est un problème beaucoup plus vaste qui touche notamment les Albanais, qui touche plein d'autres personnes dont on prétend, le gouvernement prétend qu'ils n'ont pas besoin d'asile, qu'ils ne demandent pas l'asile, qu'ils ne veulent pas demander l'asile ou que ce sont des abuseurs, etc. Par exemple, ça se note dans la note de politique générale à propos des Albanais, selon lequel tous ces Albanais seraient des abuseurs. C'est une première raison. Deuxième raison, c'est une sorte de solidarité à l'égard de l'Italie. Solidarité qui avait été, dont la Commission européenne avait tenté d'organiser ça un petit peu par un plan de répartition, en disant voilà, l'Italie est submergée de demandeurs d'asile, donc répartition, ça n'a pas été appliqué, très mal appliqué, et la Belgique n'a pas encore arrivé à son quota, on va dire, dans le cadre de grosso modo, oui. Donc, on pourrait dire, mais c'est une raison pour ne pas renvoyer ces gens, puisque au lieu de renvoyer des gens et puis d'en accepter d'autres, examinons directement les demandes d'asile des personnes qui sont passées par l'Italie et qui sont déjà ici. Et troisième raison, qui est assez liée à la deuxième, c'est le fait, une sorte de solidarité, de justice à l'égard de l'Italie. Évidemment, l'important c'est évidemment à l'égard de ces potentiels demandeurs d'asile, c'est que proportionnellement à la population, il y a plus de demandeurs d'asile en Italie, alors que l'Italie est un pays plus pauvre que nous. Ils ont quand même, ils ont un PIB par habitant qui
n'est que les trois quarts du nôtre, et ils ont plus de pauvreté. Donc on pourrait dire que rien que en termes de solidarité intra-européenne, on aurait toute légitimité ou tout intérêt, je ne sais pas comment dire, à introduire, ou plutôt à laisser ces gens introduire leur demande d'asile et à traiter ces demandes d'asile ici. Mais ça, c'est une question seulement du problème. Un autre problème, c'est évidemment, qui est beaucoup plus vaste, c'est les déclarations qu'on trouve par exemple dans le discours de Theo Franken à Halle ou la carte blanche de de Wever récemment. C'est cette idée qu'ils font cette relation qu'ils font entre la politique répressive qu'ils mènent actuellement et la sécurité, que ce soit la sécurité sociale ou les aspects économiques, emploi, sécurité sociale, etc. La sécurité, on va dire, policière, donc sécurité, lutte contre le crime, etc. Et la sécurité culturelle. Discours en fait qui ne tient pas du tout la route. Mais ça c'est peut-être un débat qui est un peu long à développer, mais ça c'est important. Je pense que c'est aussi important de mentionner ce que Franken ne dit jamais, quelles sont les causes, les vraies causes de toute la question de migration, la question des réfugiés. C'est avant tout les guerres. Quand on a parlé tantôt d'Afghanistan, quand on a parlé de l'Irak, mais même de Soudan et aussi de la Libye, en fait, c'est la Belgique qui a participé aussi à ces guerres. Ces guerres qui font que les gens doivent se réfugier pour pouvoir vivre. Et ce qui est très, je trouve, appelant et alarmant dans le speech de Franken, qui commence justement avec ça, c'est-à-dire qu'on doit faire un achat d'avions de guerre pour entre 3 milliards et 6 milliards d'argent, ce qui coûte au budget de Belgique une somme énorme pour continuer ces guerres ou même pour avancer des nouvelles guerres. Tandis qu'on parle tout le temps, notre sécurité sociale est en danger, on n'a pas d'argent, mais on a d'argent pour répondre à l'appel de Trump, pour répondre à l'appel de l'OTAN, de se renforcer au niveau d'armement. Je pense que c'est une première cause qu'on doit absolument prendre en main et répondre. Je pense qu'il y a une deuxième cause, c'est toute la situation dans les pays du Sud, avec des accords commerciaux inégaux entre les pays de l'Europe, les pays de l'Occident vis-à-vis les pays du Sud. Et nous voyons aussi dans la politique de notre gouvernement que toute l'aide à la coopération et développement diminue de l'année en année. Il y a une diminution de 20% en 2017 vis-à-vis de l'année 2016. On parle toujours d'obtenir le 0,7% du budget pour l'aide à la coopération et développement. On est à peine à 0,4%. Alors, un troisième point, c'est les changements climatiques, dans lesquels aussi la Belgique doit s'inscrire pour prendre des mesures et qu'ils essayent tout le temps d'étaler les dates pour y arriver. Et c'est aussi les changements climatiques qui prévoient pour l'avenir, pour l'an 2050, plus de 250 millions de réfugiés, nouveaux réfugiés qui peuvent arriver. Laissons-nous penser même à Bangladesh, par exemple, où les inondations et tout s'accumulent de jour en jour. Vis-à-vis de ça, aussi avec Amitié sans frontières, mais pas seulement nous, aussi avec Syrie, avec le MRAX qui est là, avec la plateforme et tout, on a des points alternatifs. Par exemple, Franken finit toujours son speech en disant « Oui, oui, mais quand j'attaque la gauche, n'a qu'une réponse frontière ouverte. » C'est personne qui dit ça. Personne ne dit ça. En plus, je suis sûre qu'aucun réfugié est vraiment très content de devoir fuir son pays. Quand on était au Liban, quand on a vu tous ces réfugiés syriens,
il n'y avait aucun réfugié qui disait je suis très contente qu'on était un réfugié. Au contraire, je rencontre maintenant ici des réfugiés soudanais, des réfugiés syriens qui disent on veut retourner. Dès que la guerre est finie, on veut retourner. Aussi des autres. C'est pas que les gens s'enfuient pour un plaisir, mais la première chose que nous voulons mettre comme alternative et comme réponse, c'est qu'on applique l'accord de Genève. Je pense que c'est ça aussi que vous avez voulu dire, et qu'on donne l'occasion aux réfugiés de faire leur demande d'asile d'une manière juste et d'une manière digne. Et dans ce sens, il va y avoir une politique européenne collective, parce que tu as parlé de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce, où il y a des centaines de milliers de réfugiés entassés qui devraient être repartis dans les pays pour pouvoir demander l'asile. Je pense à un deuxième point qui est important, c'est l'accueil des réfugiés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du côté néerlandophone, dus in het Vlaams gewest, on est en train de diminuer tout à fait l'accueil, c'est-à-dire de inburgering en integratiebeleid. C'est la gestion de intégration et de inburgering, comment on dit ça? Intégration. Le parcours d'intégration. Du côté néerlandophone, dus in het Vlaams gewest, on licencie 170 personnes en ce moment. C'est toute une bataille à l'intérieur de ces gens qui veulent donner des cours aux réfugiés, qui veulent les accompagner pour découvrir c'est quoi la Belgique, l'histoire de la Belgique, toutes les règles administratives et tout, et on licencie ces gens. Donc, au lieu d'accueillir ces gens, on repousse les réfugiés. Et je pense que ce sont vraiment des alternatives qu'on doit mettre en avant. Application de Convention de Genève, par le règlement Dublin, un accueil digne et un accueil aussi un accueil au niveau de l'intégration, au niveau de l'accompagnement de tous ces réfugiés qui arrivent ici. Et je pense que c'est ça un peu aussi le message qu'on va donner à Franken aussi aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y aura l'action tantôt vers midi quart devant le grand cercle de la Lorraine où les gens payent 145 € pour leur déjeuner, mais vous avez un cook ici. Je propose qu'on peut encore poser quelques questions avant qu'on termine, parce qu'on avait dit qu'à midi on termine pour pouvoir aller à l'action. Je vais juste compléter ça. Oui. Au niveau de l'intégration sociale et professionnelle, c'est un des messages qu'on essaie de porter à la plateforme depuis 2015. Il y a eu en fait assez naturellement l'accompagnement. On s'est rendu compte que le fait d'impliquer d'abord les demandeurs d'asile irakiens, syriens, afghans, etc. dans nos équipes de travailleurs, d'abord pour des raisons très pratiques de traduction, etc., font qu'aujourd'hui, toutes ces personnes, elles sont plusieurs centaines, on constate 2 ans plus tard, sont 10 fois plus intégrées que d'autres restés dans les centres d'asile et qui ont attendu pendant 1 an et demi de pouvoir avoir accès à la langue française. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un peu ce dont on rêve. Depuis 2015 à la plateforme, il y avait un groupe qui s'appelait Be My Buddy, où on essayait de créer des duos comme ça d'accompagnement social, administratif. Et là, aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'au niveau socio-économique, on a des gens qui, avant même de réfléchir ou d'avoir l'information juridique, connaissent des Belges, se tissent un réseau d'amis, réfléchissent à leur avenir potentiel, vont pouvoir choisir leur langue. Et donc, en amont déjà, on voit des petits gars du Soudan, d'Érythrée qui commencent à écrire français, envoient des messages, s'intéressent à la musique, connaissent Stromae, ce genre de choses. Non, mais ça semble peu, et finalement c'est vraiment énorme parce qu'au niveau intégration, et c'est ce qui les pousse aujourd'hui à demander l'asile. Je parlais hier avec le coordinateur du pôle des accompagnateurs sociaux de la plateforme. La dernière permanence, sur 18 personnes, 14 ont choisi de demander un contact vers un avocat pour pouvoir demander l'asile. C'est énorme. Et ces 14 personnes, elles étaient toutes accompagnées
d'un hébergeur, de quelqu'un qui les a encadrés, suivis, qui leur a donné l'information. Et donc, je pense qu'il y a une valeur ajoutée très claire ici, et même d'un point de vue socio-économique, je veux dire, de dire toutes ces personnes aujourd'hui ne seront probablement pas, en tout cas si j'observe ce qui s'est produit depuis 2015, la majorité de ceux que nous avons accompagnés ont un boulot, certains ont même des enfants, etc. Enfin, je veux dire, ils sont dans une dynamique différente. Et quand là où c'était très inquiétant, c'était de retourner avec le ciné Maximilien dans des salles, dans des centres faits d'asile, 1 an et demi après le parc Maximilien, et de tomber sur des visages qu'on avait connus, qui étaient toujours éteints, renfermés, qui ne parlaient pas la langue. Donc il y a un vrai travail à faire, il y a des vraies alternatives qui existent. Elles sont là. Aujourd'hui, le citoyen prend le relais. Hein. Il y a des organisations qui cherchent effectivement, comme on fait tous, à leur donner cette place-là. On peut le faire et c'est la preuve qu'on peut le faire. Et puis surtout que ce n'est même pas forcé d'avoir forcément un outil institutionnalisé qui le fasse. Les citoyens aujourd'hui sont prêts à prendre ce rôle-là, à accompagner. Donc institutionnalisons peut-être alors la mise en contact de toute personne qui voudra aller à la rencontre et soutenir, et ce serait une décharge d'un côté pour le gouvernement et une vraie valeur ajoutée pour notre société dans son ensemble. Je veux ajouter à ça, comme nous avec Amitié sans frontières, on essaye de travailler dans des écoles pour sensibiliser les enfants, les professeurs et en même temps les familles, parce que les enfants en parlent à l'école. Et on voit que les réfugiés qu'on rencontre le matin devant l'Office des étrangers, quand on distribue le petit déjeuner, qui est symbolique pour pouvoir prendre contact avec des réfugiés, c'est maintenant des dizaines d'enfants et jeunes réfugiés qui vont avec nous dans des écoles pour témoigner, pour faire des liens avec des écoles et des échanges entre ces jeunes et des classes. Et ce qui est très très important, je pense. Est-ce qu'il y a encore des questions de la salle pour... Moi j'ai une question. Oui. Vous parlez de ne plus appliquer Dublin. Qu'est-ce que nous on peut faire pour influencer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que effectivement la Belgique dise ok, on n'applique plus Dublin avec l'Italie? Parce qu'à un moment donné on ne l'a pas appliqué avec la Grèce. Qu'est-ce que nous, citoyens, on peut faire pour qu'il y ait un changement là-dedans? Je crois que c'est essentiellement exprimer son opinion, participer à des manifestations, des choses comme ça, mais en tant que citoyen, faire plus que ça, je ne vois pas vraiment. Déjà, même quand des plateformes, des associations le disent, le gouvernement s'en fout, mais bon, ça, il s'en fout, mais on continue quand même à le dire. Je pense que c'est surtout important aussi d'expliquer ça en Flandre. Yeah, mais oui, mais c'est notre combat doit aussi se mener en Flandre parce que c'est là que Franken fait son tour et qu'il influence beaucoup les gens. Mais expliquer que ça existe, Dublin, c'est déjà un point. La moitié des gens ne savent pas et ils ne comprennent pas pourquoi les qu'on appelle migrants, c'est des réfugiés qui viennent de l'Afrique, pourquoi ils ne demandent pas, les gens ne le comprennent pas. Et effectivement, on constate une peur énorme. Quand tu es devant l'Office des étrangers le matin et tu demandes aux gens leurs papiers, et puis tout d'un coup tu vois Dublin. D'abord, quand tu es là, il y a des gens qui pensent on vient d'Irlande ou d'où on vient. Non, ils ne savent pas ça. Et c'est très important d'expliquer ça et effectivement dire aussi on ne fait pas l'application parce que c'est aussi une responsabilité collective de l'Europe. Quand on dit, comme Michael a expliqué, on répartit tous ces réfugiés dans l'Europe et on n'applique pas Dublin, mais les 600 000 qui sont là en Italie, mais combien il y en a en Libye qui sont entassés dans des centres de détention et qu'on les donne l'occasion de venir d'une manière sans danger en Europe et se repartir, c'est ça qu'on va mettre en avant. C'est pour ça que des petites actions maintenant contre vis-à-vis de Franken et tout, c'est important. C'est en réaction à ça. Pourquoi est-ce que justement le règlement Dublin est encore appliqué vu qu'il est complètement absurde et en défaveur, enfin
enfin bon, j'imagine qu'il y a une pression de certains États au sein de l'Europe qui limite pour que ça continue à être appliqué. Mais est-ce qu'il y a des discussions Il y a des discussions, Dublin 3, Dublin 3 bis, maintenant Dublin 4, il parle de répartition en fonction du PIB, etc. Mais ça reste effectivement, c'est un outil qui peut être avantageux ou désavantageux, et puis il reste un peu à la disposition de chaque pays. Mais là, je vais peut-être te laisser compléter parce que c'est tout ce qu'on change. Ouais. Bah, grosso modo, c'est ça le centre de la réponse, c'est ce que Mehdi vient de dire, quoi. Donc, pour qu'il y ait un changement fondamental du règlement Dublin, il faut qu'une majorité des États européens soient d'accord. Or, les demandeurs, ceux qui demandent qu'il y ait vraiment un changement fondamental du règlement Dublin, c'est toujours les mêmes, à savoir l'Italie et la Grèce. L'Espagne, beaucoup moins, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'y a pas tellement de gens qui passent par chez eux, mais c'est ça quoi, voilà. Donc, l'Italie et la Grèce sont en position beaucoup trop minoritaire pour pouvoir changer quelque chose. Et donc les autres États se disent, nous on n'en veut pas, on ne change pas, et ça reste comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des changements, alors comme vient de dire Mehdi, il y a des changements de 1, 2, 3, 4, etc. Mais fondamentalement ça ne change pas grand-chose. Lorsqu'il y a eu l'arrivée accrue notamment de Syriens en 2015, il y a eu de nouveau cette question, parce qu'ils arrivaient assez fort d'abord par la Grèce, et puis quand la route de la Grèce a été fermée, ils sont arrivés par l'Italie. Donc l'idée de la Commission européenne de faire une répartition un petit peu plus, entre guillemets, objective de cette répartition, mais les États s'y sont opposés. Et même quand ils sont arrivés à un accord sur le papier, cet accord il n'est pas appliqué. Et donc ça reste toujours le même problème. C'est des questions de conflits internes entre les États de l'Union européenne qui, sur le papier, disent toujours il faut être solidaire, etc., mais dans la réalité ne sont pas du tout. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez vu l'accueil chez les citoyens diminuer suite à la menace des visites de Bruxelles? Non, on l'a vu augmenter. Littéralement, on a tous les jours minimum 1 jusqu'à 5 nouvelles familles. Il faut bien relativiser. Et oui, et aussi en Flandre, effectivement, en Flandre, les groupes sont en train de grandir à vue d'œil. On est sur Gand, Anvers, Alost, là je parle pour les plus grandes villes. Mais non, l'indignation que ça provoque, et je dis ça un peu de manière humoristique à chaque fois, mais de ce côté-là, Theo Franken et Jan Bon sont quand même chargés de com parce que leurs sorties inhumaines indignent. Donc, comme c'est l'indignation la clé de ce mouvement et que c'est ce qui fait que les gens se mobilisent, on a de plus en plus de familles Et vous êtes combien alors au total? On a plus de 3000 familles qui hébergent, 34 000 membres sur le groupe. Et c'est toute une organisation, hein. Ce sont des chauffeurs, ce sont des collecteurs de dons, ce sont des gens qui préparent à manger. On en est maintenant jusqu'à des groupes de parole pour les familles, parce qu'accueillir quelqu'un chez soi pendant 1, 2, 3 semaines, et puis certains deviennent littéralement des amis. Vous savez, quand on accueille quelqu'un pendant 1 mois, il partage sa vie, son quotidien, quand il s'en va, c'est un déchirement. Donc il y a des groupes de parole, il y a un soutien psychologique, il y a des accompagnements, il y a des bénévoles qui les conduisent vers les avocats. Donc, aujourd'hui, le hub humanitaire, comme on l'a connu en septembre à la rue Frontispice, c'était principalement des jeunes gars qui venaient chercher des vêtements. Aujourd'hui, c'est encore assez drôle hier, pour la permanence juridique, une chef sur 2, c'était un accompagnateur. Donc un accompagnateur, son invité, un accompagnateur, son invité. Donc il y a vraiment un truc qui se met en place. Ça se répand, non, malheureusement pour Theo Franken, c'est tout l'inverse. Peut-être plus une question sur l'action d'aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi cette journée-ci pour communiquer et qu'est-ce qui vous heurte dans le fait que Theo Franken s'exprime devant ce cercle d'affaires? Mais on a choisi de le faire maintenant, vu que Franken, il reçoit le droit partout, il a le droit partout de faire son exposé. Et en fait, il dit tout le temps, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une petite conférence alternative, pendant que lui, il donne son discours devant un patronat.
on va dire aussi, c'est devant le patronat qu'il fait. C'est à ce patronat que ce même gouvernement de Theo Franken donne des milliards de cadeaux, avec une diminution des charges patronales, avec l'épuisement, ils reprennent tout le temps de l'argent de la sécurité sociale, tandis que Franken dit justement, c'est les réfugiés qui prennent qui mangent la sécurité sociale. C'est dans ce sens-là qu'on a essayé de faire une contradiction entre quelle est notre position et quelle est sa position. C'est pour ça qu'on l'a choisi de faire maintenant et qu'il y aura la petite action tantôt devant la porte. Bah oui, Michael Franzen a commencé à l'aborder tantôt, donc on voit effectivement le gouvernement s'attaque à nos pensions, il y a eu le saut d'index, Carrefour, 1200 personnes à la porte maintenant, donc l'inquiétude monte à juste titre chez les gens sur c'est quoi notre avenir, où on sera dans 20 ans, et on voit, voilà, Bert de Wever veut utiliser cette inquiétude de sa propre politique finalement en désignant les migrants comme responsables de ça. Comment est-ce qu'on répond à cette inquiétude de la population qui est aujourd'hui instrumentalisée par le président du parti le plus fort du pays et qui pourrait justement arrêter de s'attaquer à nos pensions et à la sécurité sociale? Comment est-ce qu'on répond à cette inquiétude? Comment est-ce qu'on répond à la politique de Bart de Wever qui veut diviser les gens? Quand on fait une opposition entre sécurité sociale ou de manière plus générale les questions sociales, que ce soit emploi, droit du travail, protection des salaires, la sécurité sociale en tant qu'institution d'un côté et quand on dit qu'on doit avoir une politique migratoire restrictive pour protéger ça, c'est faux et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est ce que Rita vient d'évoquer, c'est que l'immigration, c'est pas, et de loin, ce n'est pas le facteur principal qui explique l'évolution de l'emploi, de la sécurité sociale, etc. Ça relève d'autres matières, en partie l'immigration, mais aussi beaucoup d'autres matières, en matière de politique fiscale, en matière de régulation du marché du travail, de concertation entre organisations patronales et organisations syndicales, etc., etc. Et dans tout ce schéma-là, les migrations ont leur part, mais une part relativement minime. Et même si on considère l'immigration proprement dit, la politique migratoire restrictive et le discours restrictif à l'égard et discriminant à l'égard des migrants ne contribuent pas à protéger les salaires des Belges de manière générale, peu importe l'origine, à protéger la sécurité sociale, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'en Belgique, on a un système de sécurité sociale et de concertation sociale qui fonctionne relativement bien si on le compare à d'autres États. Mais quand on a une politique qui fait par exemple politique migratoire, qui fait que de nombreuses personnes sont exclues du marché du travail légal, par exemple les sans-papiers, mais d'autres aussi, ou n'ont le droit de séjour que en raison d'une relation de travail particulière, donc je pense notamment à tous ceux qui viennent dans le cadre d'un permis B, ou qui de façon différente sont exclus du marché du travail, soit de manière légale, ils n'ont pas le droit de travailler, ou n'ont le droit de travailler que dans un certain système, ou sont exclus du marché du travail pour des raisons peut-être plus complexes, qui peuvent être les discriminations. Alors les discriminations ne sont pas dues entièrement, loin de là, à la politique migratoire, mais quand on a un gouvernement, et le gouvernement actuel n'est pas le seul, les gouvernements précédents le faisaient aussi, mais maintenant ils le font encore plus, qui n'arrêtent pas de casser du sucre sur les migrants, qui n'arrêtent pas de dire que les migrants c'est la catastrophe, etc. Ça entre dans la tête notamment des recruteurs, des employeurs, des propriétaires, etc. Et ça renforce les préjugés qu'ils pourraient déjà avoir. Donc ça veut dire qu'on a une moins bonne intégration des migrants sur le marché du travail. On a toute une flopée de gens qui ne voient pas leurs droits respectés. Pour un sans-papier, par exemple, faire respecter son droit au travail, c'est impossible. Il faut que son patron veuille respecter ce droit, mais si le patron ne le veut pas, il ne le fait pas. Et il y a plein de raisons pour ça. Donc ça veut dire dérégulation du marché du travail, mauvaise intégration des étrangers sur le marché du travail. Ça veut dire aussi, et ça on le voit notamment quand on voit avec les sans-papiers, mais ce n'est qu'un exemple des sans-papiers, c'est le nombre de migrants
Et ça concerne aussi des personnes, des sans-papiers, des personnes qui sont établies ici, qui travaillent, qui occupent des fonctions qui sont de loin inférieures à leur niveau de qualification. Tous ces facteurs-là, qui sont directement ou indirectement liés à la politique migratoire et au discours migratoire, sont des facteurs qui augmentent les inégalités sociales, qui affaiblissent la sécurité sociale, et qui aussi affaiblissent la sécurité sociale, non seulement parce que ça réduit les salaires, parce que ça augmente la fraude sociale, donc ça diminue la base sur laquelle la sécurité sociale est construite, à savoir la masse salariale déclarée, mais ça réduit aussi le sentiment de solidarité dont on a besoin pour avoir la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est basé sur la solidarité. Et là, ça brise en fait toute cette solidarité. Donc ça, c'est les raisons essentielles pour lesquelles la politique actuelle en matière d'immigration, et surtout le discours qu'on a sur la politique, sur les migrants, et sur les relations qu'il y a entre migration et sécurité sociale, est fausse et en fait nuit à la sécurité sociale. Oui, sur l'action et la méthode aussi. Est-ce que vous vous rendez compte, ou qu'est-ce que vous pensez du fait, si vous constatez qu'il y a un clivage, qu'il y a vraiment deux camps, et vous pensez ou reprocher au gouvernement qu'il n'y a pas de volonté pour trouver une solution? Est-ce que vous ne renforcez pas vous-même, vous ne stimulez pas vous-même le clivage qui va encore plus fort, plus pire, avec une action comme aujourd'hui? Il y a deux choses. Alors, au niveau des actions, effectivement, une action par principe, c'est clivant. C'est l'essence même de l'action, c'est de s'opposer à une autre. Donc, c'est logique, mais au niveau de l'opinion publique, et là c'est très intéressant, en tout cas de notre point de vue, parce que dans le public aujourd'hui qui accueille, qui transporte, etc., qui dénonce, qui partage, qui vient donner la main à son voisin pour faire une chaîne de solidarité, on est tous sauf dans le clivage. C'est-à-dire que vous avez littéralement des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, des vieux, des jeunes, des noirs, des blancs, etc. Et là, moi j'ai des discussions très intéressantes avec des gens qui hébergent, qui viennent de partout en Belgique, des chefs d'entreprise, des politiques, etc. Donc on ne va pas mettre de nom, en tout cas pas pour l'instant, parce que ce serait pas nécessaire, mais peut-être que ça viendra un jour. Je veux dire qu'au sein de certains partis et de partis qui ont formé le gouvernement, il y a des collaborateurs qui hébergent, qui transportent. Et donc le clivage, il existe dans la com. Alors la com, effectivement, la LVA, c'est son outil. Ils font un travail assez radical dans les bureaux, et puis au niveau com, c'est clivant, c'est parlant. On pourrait jouer ce jeu-là, faire uniquement de la communication. Je pense que ce qui est important ici, c'est justement l'inverse, c'est pouvoir déconstruire cette com. Alors on peut dire aux gens, soit vous êtes pour l'ouverture des frontières, soit vous êtes pour la destruction de notre sécurité sociale. À mon avis, De Wever a joué une carte qui était peut-être un peu trop violente, parce que derrière, il y a effectivement tout un paquet de personnes qui vont pouvoir d'abord expliquer que c'est pas totalement vrai, ou c'est même plutôt loin d'être vrai. Et puis surtout, ça va forcer les gens aujourd'hui qui hébergent et qui ont peut-être une sensibilité politique de droite à réfléchir à ce que raconte M. De Wever. Et puis dès qu'on commence à réfléchir à poser des questions, mais on se rend bien compte que il ne raconte pas toute la vérité, ou en tout cas que c'est un peu trop radical. Et c'est là-dessus que tout ça repose. On a eu un sujet fait par l'RTBF qui était vraiment chouette, parce qu'ils sont allés à la rencontre justement de ces personnes qu'on ne s'attend pas à voir les pieds dans la boue au parc Maximilien. Et c'est intéressant de les voir nous rappeler, comme l'a fait Michel, enfin, en tout cas dans la vidéo qui est publiée, que le libéralisme c'est la libre circulation, etc. Donc, ce genre d'information, que être libéral ce n'est pas être un facho. Quand j'ai en face de moi un représentant du MR qui me dit en français dans le texte, je ne suis pas un facho, le MR n'est pas un parti raciste, je réponds juste qu'ils ont mal choisi leur com, parce qu'effectivement, d'un point de vue com aujourd'hui, vous êtes associé à des idées racistes, parfois même xénophobes, les gens ne comprennent pas. Alors si on veut travailler à coups de slogans, il ne faut pas vous étonner à avoir des slogans de plus en plus durs et de plus en plus radicaux dans les commentaires, etc. Il y a aujourd'hui une réaction, il y a un débat qui peut se créer, qui peut venir du citoyen. Il va falloir qu'il le voit, parce qu'on continue comme ça ne fonctionnera pas. Mais Theo Franken, par exemple, il aime bien ça. Chaque fois sur Twitter, quand il est attaqué, il kick daarop. Theo Franken, il a conclu une interview sur... Et là, c'est intéressant. Bon, il y a le travail journalistique qui, à mon avis, n'était pas tout à fait terminé, mais
quand il répond à une question, c'est une fausse bonne idée. Alors, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que l'idée, pourquoi c'est une fausse bonne idée? Alors, pas souvent ça peut marcher, mais je pense derrière qu'il faut relayer ce genre de réponse vide de sens. C'est-à-dire que c'est une phrase, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est une fausse bonne idée, mais il ne l'étaye pas, c'est qu'il est dans son rôle de communicateur, c'est un très bon communicateur, mais alors en tant que politique, il faut à ce moment-là justement renforcer, peut-être lui demander quelles sont les alternatives, pourquoi il estime que c'est une fausse bonne idée, etc., parce qu'il ne le fait pas. Et là, je pense que ça va être notre rôle et qu'on va pouvoir faire ça. On a 2018 et 2019 pour travailler un maximum, pour sensibiliser un maximum de personnes à cette politique. Voilà, encore hier, Verviers, commune hospitalière, à Liège, à l'unanimité avec l'UMR, etc. Donc, les lignes bougent, voilà. Et puis la police qui réagit, le syndicat de la police qui réagit, ça ouvre. Hein, quand on voit des interventions que Theo Franken salue par un Hopkuysen très fier, et puis que finalement ces mêmes personnes qui permettaient ce nettoyage aujourd'hui disent est-ce que finalement ça a du sens, est-ce que finalement c'est juste ce que nous sommes en train de faire. Quand on voit les juges d'instruction qui s'opposent à des propositions de loi, etc. Quand on voit les francs-maçonniques, quand on voit l'académie aujourd'hui, les académiciens à l'université réagissent, les lignes bougent, et si en tout cas ne bougent pas de manière radicale au niveau politique, elles bougent au moins dans le débat, et ça fait beaucoup de bien de voir que le débat s'élève, parce qu'on ne peut pas continuer à communiquer à coup de slogan. Maar zelfs aan de jij bent Nederlandstalig, zelfs aan de Nederlandstalige kant, we hebben nu toch ook gezien dat wat Franken doet, af en toe is het een druppel die een emmer doet overlopen. Heel veel mensen die zelfs problemen hebben rond van waar komen al die vluchtelingen en zoveel. Maar mensen laten slapen buiten, dat willen ze niet. En dus daar komen de mensen voorop. Allee, als je ziet die chaîne humaine qu'on a fait à partir de 48 heures, er waren heel wat Nederlandstalige mensen. Ik stond met mensen van Zandhoven, Zonhoven, Brugge, dus die allemaal zijn afgekomen nog. Dus parce qu'on accepte pas ça. On accepte pas ça. Même si on a des problèmes de est-ce que c'est pas de trop, est-ce que c'est pas er zijn limieten. En allez, ik vind in die zin is, je kunt spreken polarisatie, maar het is stilletjes aan het afbreken. Encore une question là? C'était toi? Oui. Et puis je pense qu'on doit arrêter en te kunnen naar de... Ja. Je fais partie de l'organisation de solidarité internationale qui travaille au sein de la plateforme Pas d'avion de chasse. Quand je vous entends, les origines même du problème migratoire tel que le présente le gouvernement, je pense qu'on me donne la même explication. Je voudrais savoir comment faire pour faire converger nos luttes, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir travailler sur tous les fronts et notamment aussi au niveau de la politique internationale de notre gouvernement. Non, je pense qu'on doit faire un lien entre la lutte pour la paix et tout le mouvement qui doit se créer, parce que c'est pas assez fort contre l'achat de ces avions et tout ça, est lié avec la lutte pour la solidarité et l'accueil des réfugiés, parce que l'un est lié à l'autre et que c'est un défi, je pense aussi pour tout notre travail de front, le travail commun, de lier ces deux. Et je pense aussi avec on a eu une réunion la semaine passée au Mrax, John c'est là aussi, je vois, pour refaire une grande manifestation le 25 février contre la politique de Franken et du gouvernement, mais qu'on doit les lier, qu'on doit avoir aussi des mots d'ordre là-dedans contre l'achat de ces avions. Allez, je pense que c'est un défi qu'on doit prendre en main. Absolument, et puis de l'autre côté, ce qu'on fait, mais ça m'a un peu, quand on est comme ça actif dans un domaine particulier depuis 1, 2, 5, 25 ans, 30 ans pour certains, tout nous semble évident, les raisons, les liens, les causes, etc. Moi, ça me choque de voir des familles me dire mais c'est quoi l'Érythrée, d'où ils viennent, pourquoi ils ont quitté l'Érythrée, puis quand on leur explique ce que c'est l'Érythrée, une dictature militaire, un service militaire, techniquement 17 à 42 ans, le nombre de 14 à 42 ans avec des peines de mort attrapées à la frontière, on est quasiment exécuté sur place. Quand on explique ça, quand on explique que le Soudan, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est 4 conflits armés en ce moment avec un président qui a été condamné 2 fois et qui a un mandat d'arrêt international, quand on informe les gens, évidemment une personne informée qui ne le savait pas,
elle le répète autour d'elle. Et nous, c'est notre cheval de bataille, c'est de dire aux gens, mais informez-vous, éduquez-vous, voilà, faites passer le mot. C'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Un noir n'est pas juste un pauvre qui vient prendre ton argent. Parce que c'est ça c'est un peu le slogan que martèle l'extrême droite ou certains gens. Tous ces noirs qui viennent en Belgique pour nous piquer notre travail, etc. Le grand remplacement, enfin toute une série de grandes théories très fumeuses. Mais voilà. Et ça, c'est aujourd'hui vraiment l'outil qu'on essaie d'utiliser. Et puis, ça, encore une fois, je disais, c'est contagieux. Hein. L'information et la connaissance, c'est vraiment contagieux. Et alors, des petites explications comme celle-là font vraiment des conséquences extrêmement positives. Je peux faire le dernier mot. Alexis. Oui. Alexis peut faire le dernier mot. Oui, moi, regarde. Merci d'être là. On t'attendait, Alexis. Oui. Désolé pour mon retard, je viens de l'audience. Mais peut-être. Parfois travailler un peu aussi. Mais on est en fait un peu à la conclusion. Mais c'est très très bien que vous pouvez. Comment je dis? Faire la conclusion sans avoir entendu les exemples. Mais surtout votre avis maintenant et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant comme réponse au speech de Theo Frank qui a commencé, je pense, à quelle heure il est? Donc pour moi, il n'a pas encore commencé, parce que d'abord, il commence à manger, hein, donc c'est quand même un repas d'abord. En 2015, il était déjà venu au Cercle de Lorraine, et à l'époque, le Cercle de Lorraine m'avait invité aussi à venir manger, à venir l'écouter. Bizarrement, cette année, on ne m'a pas réinvité. Et je suis quand même surpris parce que je ne pense pas que tous les membres du gouvernement ont été déjà 2 fois dans l'espace de 2 ans, parce que c'était en cours 2015, donc peut-être maximum 2 ans et demi, invités au Cercle de Lorraine pour venir parler d'un sujet devant des chefs d'entreprise, des hauts responsables de grandes sociétés, etc., de la politique migratoire. Et si ils doivent à ce point vouloir justifier cette politique migratoire d'asile et de migration, c'est que visiblement il y a un terreau fertile. Alors je sais que Theo Franken en 2015 avait vanté très largement la migration par le travail, donc faire venir des étrangers pour travailler parce qu'il y avait beaucoup d'emplois inoccupés. Eh bien on est 2 ans et demi plus tard, quelles mesures concrètes est-ce qu'il a prises pour mettre en œuvre ce qu'il avait annoncé devant un parterre de chefs d'entreprise en disant on doit pouvoir régulariser par le travail. Et on n'arrête pas d'entendre le Premier ministre dire notre politique migratoire, elle est ferme mais humaine. Hein. Vous l'avez tous déjà entendu. Sur le terrain, et beaucoup d'entre nous, on est présents sur le terrain, on ne voit que la fermeté, on ne voit jamais l'humanité. Et je pose la question, les familles qui ont été arrêtées ces dernières semaines ou ces derniers mois, parfois en Belgique depuis 10 ans, avec des enfants nés ici, qui vont dans les écoles, qui sont parfaitement intégrés, des possibilités de travail pour le père de famille ou la mère de famille, et ça marche juste pas. On les arrête et on va les expulser vers l'Albanie, vers l'Arménie, sans permettre même cette régularisation par le travail qui pourtant était vantée il y a 2 ans et demi. Et donc il y a des incohérences telles dans ce discours sur la politique migratoire qu'on voit bien que tout ce qu'il y a derrière, en fait, c'est uniquement de la fermeté. Certains observateurs disent que la politique telle qu'elle est menée actuellement ne fait qu'entretenir le problème, comme s'il y avait un agenda même plus caché, avec ce problème qui est entretenu pour pouvoir montrer et exister dans les médias, en donnant l'impression qu'on est là pour solutionner le problème. Et je parle évidemment des ministres nationalistes identitaires que sont Theo Franken et Jan Jan Bon, et qui entraînent finalement dans leur sillage tout le reste du gouvernement. Dans des projets de loi, notamment le projet de loi qui est discuté en ce moment même au Parlement et pour lequel la Ligue des droits de l'homme avec d'autres acteurs de la société civile vont être entendus cet après-midi. À 14 h, je suis entendu en commission de l'Intérieur sur ce projet de loi de visite domiciliaire qui a fort agité la plateforme citoyenne à juste titre, où on criminalise non seulement le sans-papier, mais aussi les personnes qui hébergent les sans-papiers, et où finalement l'ensemble des acteurs de la société civile, et pas seulement cette industrie de gauchistes comme l'a décrédibilisé, a tenté de décrédibiliser Bardewevre dans sa carte blanche la semaine passée, mais des professeurs d'université, le collège des juges d'instruction, qui viennent avec des organisations de défense des droits humains dire
Mais en fait, ça ne va pas. On est en train de faire passer une loi, et ça illustre finalement ce qui se passe depuis 2014, où chaque fois, on prend des lois de plus en plus dures, de plus en plus répressives. Pensez à la loi expulsion, février 2017, où on peut expulser quelqu'un qui est né en Belgique, qui a un séjour illimité en Belgique, mais parce qu'il a un PV de police qui dit qu'il est un trouble à l'ordre public ou une menace pour la sécurité nationale. Pour les plus anciens dans la salle dont je fais partie, dans les années 90, il y avait le 70-punten-plan du Vlaams Blok qui avait justifié le cordon sanitaire. C'était leur recette miracle pour solutionner le problème des étrangers en Belgique. Le point 48 disait, un étranger qui est né en Belgique et qui a un séjour illimité, eh bien on peut l'expulser s'il est condamné définitivement par un tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de 6 mois de prison. Et c'est ce type de mesure-là dans le 70-punten-plan qui avait justifié le cordon sanitaire autour du Vlaams Blok pour faire en sorte que jamais il ne puisse participer au pouvoir. Ça a été efficace pour empêcher ce parti d'accéder au pouvoir. Par contre, les idées sont passées à travers. Et ce que Theo Franken a fait avec cette loi expulsion, c'est beaucoup plus, puisque maintenant, même plus besoin de condamnation correctionnelle, la présomption d'innocence à la poubelle, c'est simplement un PV de police, un bulletin de renseignement de la sûreté de l'État, et quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici, qui a un séjour illimité, peut être expulsé. On aurait dit ça il y a 10, 20 ans, tout le monde aurait crié au scandale. Aujourd'hui, c'est voté, majorité contre opposition, comme ils essayent de faire avec cette loi visite domiciliaire, qui risque de passer majorité contre opposition, malgré ce front peu commun d'opposition de tous les acteurs de la société qui disent « Enfin, vous empruntez une procédure exceptionnelle du droit pénal du code d'instruction criminelle, qui s'appelle la perquisition, où c'est tellement grave qu'on dit il faut une vraie marge de manœuvre du juge d'instruction qui doit voir le dossier, peser le pour et le contre, instruire à charge et à décharge, et puis seulement, éventuellement, un mandat de perquisition peut être délivré, et celui qui est visé par le mandat peut faire valoir ses droits, faire introduire un recours, demander un accès au dossier, etc. On a mis plein de garde-fous. Et on va emprunter cette procédure exceptionnelle du droit pénal pour l'utiliser dans un problème, une question de droit administratif, où l'introduction du projet de loi dit que ça pose problème dans 5% des cas. Et donc on est en train de rogner nos droits et libertés, finalement, pour la mise en place d'un programme qui est poussé par ces nationalistes identitaires flamands et des députés, notamment libéraux, dont la valeur principale du libéralisme, c'est la défense des libertés. La liberté, c'est une valeur de droite. Et donc on arrête de dire que c'est un combat entre la gauche et la droite. Non, ici, la Ligue des droits de l'homme, si elle monte au front sur ce dossier-là, c'est parce que ça touche aux droits humains et aux libertés fondamentales. Et la preuve que la Ligue des droits de l'homme n'est ni de gauche ni de droite, mais uniquement pour la défense des droits humains, c'est qu'ici, on dit aux députés libéraux, mais levez-vous, c'est vous qui devez vous réveiller sur ce coup-ci. Les libertés, c'est votre domaine. Et donc, les députés libéraux du MR et de l'Open VLD devraient être les premiers à se lever en disant on ne veut pas se laisser entraîner par ces nationalistes identitaires et on ne votera pas cette loi de visite domiciliaire qui porte atteinte de manière disproportionnée à des droits constitutionnels. Article 15, l'inviolabilité du domicile. Article 22, le droit à la vie privée, qui est aussi protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si on a coulé ça dans la Constitution, dans une Convention européenne des droits de l'homme, c'est bien que ce sont des droits essentiels. Alors effectivement, ces droits ne sont pas absolus. On peut y apporter des dérogations prévues par la loi. C'est ce qu'ils sont en train de discuter au Parlement. Ils vont couler une loi ou élaborer une loi pour porter atteinte. Mais, dit tant la Constitution que la Convention européenne des droits de l'homme, il faut que cette atteinte à ce droit important soit proportionnée. Et c'est ce que nous disons, c'est absolument disproportionné. C'est une atteinte disproportionnée à des droits constitutionnels et c'est pour ça que cela ne peut pas passer. Et par ailleurs, ça s'inscrit finalement dans cette politique globale, asile et migration, où de plus en plus, avec différentes lois qui ont été votées, l'étranger, d'abord le sans-papier, mais ensuite l'étranger en général, est vu comme un criminel. Il est vu comme un criminel et donc on le criminalise chaque fois davantage. Et à force d'insister sur ce fait-là, et vous entendrez souvent Jan Jan Bon et Theo Franken, et même Charles Michel, dire « Oui, mais ils sont en séjour illégal, c'est un délit, et donc on ne peut pas tolérer ça dans un état de droit. » Et donc on utilise l'argument de l'état de droit quand ça arrange, mais par contre,
quand nous disons on est dans un état de droit, il y a des garanties constitutionnelles, on se fait discréditer en disant oui mais vous êtes pour des frontières, pour l'ouverture des frontières, vous êtes l'industrie de gauchistes, vous gagnez votre vie là-dessus, et on essaye de nous discréditer. Alors qu'on vient avec des arguments construits. Et ça, c'est absolument inacceptable. Ce que nous disons, c'est que cette politique du gouvernement qui criminalise le sans-papier et finalement l'étranger, cette politique criminalise aussi le citoyen solidaire. Et donc la solidarité est criminalisée. Cette solidarité, alors que la solidarité n'est pas un délit, j'insiste chaque fois sur l'article 77 de la loi sur les étrangers qui dit qu'apporter son aide à l'entrée ou au maintien sur le territoire pour un étranger qui n'a pas obtenu le visa est punissable, mais l'alinéa 2 dit l'alinéa 1er ne s'applique pas si cette aide est apportée à titre principalement humanitaire. On appelle ça l'exception humanitaire. Et le mot principalement est évidemment très important parce que ça veut dire qu'on n'exclut même pas un échange d'argent ou un échange de services. Le nombre de fois qu'on me demande, oui, est-ce que je peux louer un appartement, un propriétaire par exemple qui a un appartement à louer, je peux louer mon appartement à une famille sans papier. Bien évidemment que vous pouvez le louer. C'est pas un délit de louer, donner en location un appartement à une famille sans papier. Par contre, si vous le louez à 3 fois le prix du marché ou à 2 fois le prix du marché, là vous profitez de la situation précaire de l'étranger, et là c'est de la traite des êtres humains, marchands de sommeil, etc., pénalement répréhensible. Mais on essaye de nous faire croire que la solidarité, hein, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste on va à l'encontre de l'état de droit, pas du tout. L'exception humanitaire, elle est coulée dans la loi, en tout cas jusqu'à présent, et on se battra pour que ça reste dans la loi. Elle est beaucoup plus large que dans des pays voisins. Hein, c'est des personnes comme Cédric Héroux en France, dont on a tous entendu parler, se font condamner par le tribunal correctionnel, c'est parce qu'il y a une exigence d'état de détresse dans le chef du sans-papier. En Belgique, il n'y a pas cette exigence-là. Donc, on ne peut pas criminaliser des hébergeurs solidaires notamment. Alors, et moi, je voudrais vraiment envoyer un signal aux hébergeurs de la plateforme citoyenne qui font un travail formidable. Souvent, on entend le gouvernement dire qu'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles grâce à l'action du gouvernement. Eh bien ça, c'est un hold-up. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un hold-up. Parce que ce n'est pas grâce à l'action du gouvernement qu'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles. D'abord, c'est exagéré de parler de deuxième Calais à Bruxelles. Calais, c'est 10 à 15 000 personnes. Bruxelles, on parle de 4 à 500 personnes. Mais s'il n'y a pas de situation à la Calais à Bruxelles, c'est uniquement grâce à cette plateforme d'hébergement, cette plateforme citoyenne d'hébergement, les volontaires, des femmes et des hommes extraordinaires qui l'animent et qui la rendent possible, et puis tous ces citoyens solidaires qui s'inscrivent sur cette plateforme, qui offre ces plus de 50 000 nuitées depuis septembre, et c'est ça qui empêche qu'il y ait des situations à la Calais, à Bruxelles, et rien d'autre. Et le gouvernement devrait les rencontrer pour d'abord saluer leurs gestes, et jusqu'à présent, c'était juste du dédain. Jusqu'en décembre, ils n'en ont jamais parlé. Vous n'entendrez jamais le Premier ministre, jamais le ministre de l'Intérieur, jamais le secrétaire d'État Asile et Immigration, ne fût-ce que faire référence au travail de cette plateforme citoyenne. Et depuis janvier, les choses ont changé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des événements comme ce rassemblement spontané, cette chaîne humaine dimanche dernier, et où les médias tant francophones que flamands se saisissent du problème, que l'étranger commence à s'intéresser à ce phénomène unique qui se passe à Bruxelles, et que les migrants eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas rencontré sur leur route migratoire, et donc le gouvernement, tout penaud, est obligé de commencer à en parler. On entend Yann Yambon en prenant vraiment des hésitations, en disant oui, à titre personnel, je n'hébergerai pas, mais je comprends que les citoyens hébergent, mais ce n'est pas une bonne solution parce que ça n'apporte pas de solution. Ça a dû lui faire mal à la bouche de le dire, mais moi, ma question c'est quelle solution le gouvernement a mis en place? En fait, le gouvernement, et je vais terminer par les solutions, le gouvernement n'est venu avec aucune solution. La politique menée par le gouvernement depuis l'été dernier est juste une politique où on évacue le problème, on le chasse, on essaye de le repousser vers les pays voisins, et on arrive avec des arguments simplistes du côté du gouvernement en disant oui, mais ces personnes ne veulent pas demander l'asile, ils ne veulent pas demander la protection en Belgique, et donc ils veulent juste aller en Angleterre, et donc on est bien obligé de les arrêter, parce que s'ils ne demandent pas la protection, ils sont en séjour illégal, et devinez, évidemment, état de droit, on ne peut pas tolérer que quelqu'un reste en séjour illégal en Belgique. Alors essayons de comprendre d'abord pourquoi ils ne demandent pas la protection en la Belgique, parce qu'ils savent bien que si ils demandent la protection, et qu'ils ont quasiment tous donné leurs empreintes à l'Italie, premier pays d'entrée, la Belgique va systématiquement utiliser de la faculté de l'article 13 du règlement de Dublin, qui permet, c'est une faculté, de renvoyer le demandeur vers le premier pays d'entrée. Et
notre gouvernement systématiquement use de cette faculté pour repousser ces gens vers l'Italie, mais aussi vers la France et vers l'Allemagne, plutôt que de dire, ben, ça concerne un nombre restreint de personnes, je vais traiter ces demandes de protection. Au point de se brûler les doigts ou se brûler les ailes, avec notamment le dossier des Soudanais, où, obstiné et peut-être grisé par l'appui populaire d'un certain électorat, un secrétaire d'État Asile et Migration, pour soi-disant régler le cas de 9 Soudanais qu'il expulse vers le Soudan, viole l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, est amené à mentir au Parlement quand il dit « nous avons examiné s'il n'y avait pas un risque de violation de l'article 3 ». Il s'avère que c'est inexact. On attend le rapport de l'enquête du commissaire général aux réfugiés. Et donc, non seulement on ne respecte pas nos obligations internationales, on ne respecte pas des principes de l'état de droit, mais en plus, on ne solutionne rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit dénoncer, c'est de dire que cette politique qui a un coût humain énorme et un coût financier dont on ne parle jamais, la centaine de Soudanais arrêtés au mois de septembre, dont plusieurs sont encore en centre fermé maintenant, c'est 200 € par jour par personne. Ce chiffre, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est Theo Franken lui-même qui a reconnu qu'une place dans un centre fermé, c'est 200 € par jour par personne, sans compter les frais d'infrastructure. Et donc, coût humain, coût financier, pour quel résultat? Il n'y a rien qui est solutionné, on rend notre pays moins attractif parmi les pays européens, on repousse vers les pays voisins, c'est le syndrome NIMBY, not in my backyard, pas chez moi, plutôt chez le voisin. Et donc, quand Calais est démantelé dans les conditions qu'on connaît, qu'est-ce qu'on fait? On envoie vite nos policiers à la frontière pour surtout que les migrants qui sont à Calais n'aient pas la mauvaise idée de venir en Belgique, qui restent en France. Si on peut, on va même débarquer les migrants. Il y a eu des cas, quelques cas qui sont arrivés jusqu'à l'oreille des médias, où des policiers dans le Westhoek, en Flandre occidentale, près de la frontière française, contrôlaient des migrants le long des routes, les embarquaient, et au lieu d'aller au commissariat pour éventuellement les enregistrer, allaient les déposer de l'autre côté de la frontière en France, dans des champs, pour s'en débarrasser chez notre voisin français. C'est ça la politique qu'on met en œuvre pour dire on va solutionner le problème, c'est se débarrasser du problème chez le voisin. Ces responsables politiques qui ont souvent à la bouche les valeurs européennes, la solidarité européenne, dans les faits ils font tout le contraire. Et nous disons donc, il y a des solutions, et je terminerai par là, il y a des solutions, il faut notamment dire que le gouvernement prenne l'engagement de ne plus faire usage de l'article 13 de la Convention de Dublin, du règlement de Dublin, en renvoyant systématiquement les demandeurs qui ont eu leur prise d'empreinte ailleurs, et que la Belgique mette sur la table du Conseil de l'Union européenne que d'autres pays, les pays voisins, fassent pareil, parce qu'il n'y a pas de raison que la Belgique fasse ça seule, mais que la France, que les Pays-Bas, etc. prennent, et comme ça nous prendrons notre part de cette charge migratoire qui pour l'instant repose quasiment exclusivement sur les pays d'entrée, principalement l'Italie, la Grèce aussi, et l'Espagne, avec des routes migratoires extrêmement dangereuses. Nous demandons que dans les solutions, il y ait des voies sûres et légales de migration. L'horrible drame cette nuit où un migrant a été renversé par une voiture sur l'autoroute, c'est une illustration de plus de la dangerosité de la route migratoire. Qu'on parle du désert au Niger, qu'on parle de la traversée de la Libye avec les milices qui y sévissent et kidnappent les migrants, qu'on parle de la traversée de la mer Méditerranée où le risque de mourir par noyade est très élevé, qu'on parle de l'arrivée en Italie, des camps, des contrôles de police à la frontière franco-italienne, des violences policières dans le parc Maximilien, de vouloir échapper coûte que coûte à la traque organisée par les policiers pour viser les migrants. Et voilà un geste de désespoir d'essayer de traverser l'autoroute pour échapper aux arrestations policières qu'il paye, que ce jeune migrant paye de sa vie. On ne peut que regretter, c'est un argument supplémentaire pour les voies sûres et légales de migration. Il y a d'autres pistes à mettre en œuvre, c'est le plan de répartition, un vrai plan de répartition entre pays européens, une plus grande cohérence au niveau de la politique internationale. Comment est-ce qu'on va continuer à agir uniquement au niveau des effets et en bout de course du parcours migratoire sans intervenir sur les causes des migrations? Qu'est-ce qui jette toutes ces personnes sur les routes migratoires à prendre des risques insensés
pour essayer de rentrer dans cette forteresse Europe totalement infranchissable et donc n'ayant pas d'autre solution que de confier sa vie à des trafiquants d'êtres humains peu scrupuleux en payant des sommes folles, hein, eh bien, intervenons sur ces causes. Parfois, il y a des petites lueurs d'espoir. Le ministre des Affaires étrangères, au mois de juin, qui fait voter une résolution au Parlement fédéral en disant il faut un embargo sur les armes, vente d'armes à l'Arabie Saoudite. On sait que la vente d'armes à l'Arabie Saoudite est... l'Arabie Saoudite n'est souvent pas le client final. Ces armes légères se retrouvent en Syrie, en Irak, ou alors vont alimenter la guerre au Yémen, qui sont tous deux causes de migration. Et je ne dois pas vous faire un dessin par rapport à la Syrie et l'Irak et le nombre de Syriens. Encore pour 2017, c'était la nationalité la plus représentée dans les demandes d'asile, c'était les Syriens, à juste titre. Et donc nous envoyons nos armes au point où des rapports montrent que les armes légères, qui sont l'arme par définition de ce type de guerre civile, les armes légères en Syrie, en Irak, une arme légère sur deux est made in Belgium. Voilà. Et ce sont des armes que nous vendons à l'Arabie Saoudite qui poursuivent leur chemin vers ce terrain horrible là-bas. Didier Reynders fait voter cette résolution, embargo sur les armes, vente d'armes vers l'Arabie Saoudite, et la région wallonne, à l'époque dirigée par le Parti Socialiste, qui, région wallonne, ministre-président, et donc est actionnaire également à 100% de la FN Herstal, qui dit « Ah non, non, mais si nous ne les vendons pas, d'autres pays européens vont les vendre, donc nous attendons que l'Europe prenne l'initiative pour l'embargo sur les armes. » Et finalement, durant l'été, changement de majorité, et le MR, évidemment, au niveau fédéral, qui dit oh, c'est scandaleux, ces socialistes, ils ne veulent pas, etc., mettre en œuvre l'embargo que nous avons fait voter au Parlement fédéral. On était plein d'espoir. Durant l'été, le MR reprend les affaires en Wallonie. Un ministre du gouvernement fédéral descend sur la capitale de la Wallonie, Willy Boursu, quitte le gouvernement fédéral et prend le poste de ministre-président. Et avec Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, on va le trouver en disant est-ce que vous allez mettre en œuvre la résolution que vous avez fait voter, etc. Et il nous dit non. Non, non. Et on dit, mais est-ce que ce n'est pas un peu un manque de cohérence, et même pour le citoyen, de comprendre la crédibilité de ce que vous décidez au fédéral, et puis 2 mois après, vous êtes en mesure de mettre en œuvre ce que vous avez vous-même décidé au fédéral, et vous dites, ah non, on ne le fait pas, parce que sinon, c'est d'autres qui vont vendre les armes, et on attend... Donc vous donnez exactement la même réponse que vous reprochez au Parti Socialiste il y a 2 mois. Et donc, il a signé 28 licences d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite entre septembre et octobre. Et donc nous continuons à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. On a attaqué ces licences d'exportation devant le Conseil d'État. On espère que le Conseil d'État va annuler ces licences d'exportation avant l'exportation proprement dite des armes. Mais ce que nous demandons, dans le cadre des solutions qui doivent être mises en œuvre, c'est une plus grande cohérence au niveau de la politique internationale pour qu'on intervienne sur les causes. L'aide au développement, est-ce que vous trouvez normal que dans les budgets de l'aide au développement dont on dit depuis que moi je suis petit à l'école, on me disait déjà que l'aide au développement, dont on apprenait à l'école, ça doit être 0,7% du PIB. On n'a jamais atteint les 0,7% du PIB, on a même diminué. Et on est maintenant à 0,47, je pense, du PIB. Et dans cette aide au développement-là, qui veut bien dire, ça veut dire l'aide au développement de pays tiers, eh bien nous avons récemment intégré tous nos budgets faits d'asile et aide aux réfugiés, accueil des réfugiés ici, en disant après tout, c'est une aide au développement. Quel cynisme pour dire que ce qu'on dépense ici pour l'accueil des demandeurs d'asile, eh bien finalement, par un tour de passe-passe et pour embellir nos chiffres budgétaires, eh bien, on fait basculer ça dans l'aide au développement. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, c'est pas comme ça que les solutions vont être mises en œuvre. Et donc, nous disons, et je termine par là, offre de dialogue et solutions qui existent. Nous sommes disponibles. Et j'espère qu'avec d'autres, avec Médication pour la plateforme, le Premier ministre invite la société civile pour entendre ça et pour montrer qu'il y a des solutions qui sont disponibles. Nous sommes tout à fait disposés à les lui expliquer parce que c'est visiblement pas sur Yann Bonnet et qui lui doit compter pour les lui expliquer.